Bon midi à tous. Très heureux de vous retrouver une fois de plus à nos lunchs immobiliers le lundi 18 mars. Heureux une fois de plus d'animer en présence de Jean-Philippe. Jean-Philippe Claude, comment tu vas? Ça va, ça va. Je me suis fait prendre, j'avais une petite bouchée dans la bouche. Voilà, ça va très bien. Jean-Pierre, comment ça va, toi? Je pense que l'hiver est revenu chez toi, là. Hein? Oh oui, là, en direct de Charlevoix. Il ne manque pas de neige là, pour le ski présentement. Donc, on prolonge ça un peu, là. Ouais, au moins, il y a eu un hiver. Oui, ici, oui, en tout cas. Super. Ben, écoutez, soyez les bienvenus, tout le monde. Merci de partager votre lunch avec nous. Le 160e lunch immobilier. Donc, on n'arrête pas, on continue. Et le club est toujours actif et présent pour vous apporter du contenu à chaque semaine, des invités aussi dignes d'intérêt. Ce midi ne fait pas exception. Donc, et avant de vous le présenter, on aimerait saluer toute la gang qui sont au Pérou en voyage humanitaire présentement. Lise, Yvan, Isabelle Boyer. Il y a, mon Dieu, comment il va m'en vouloir, son nom m'échappe, Simon Baudouin de Québec, absolument. Donc, on les voit actifs présentement. Les nouvelles qu'on en a, c'est que ça va bien. Ils contribuent, ils font des projets à chaque jour. On voit les stations d'eau qui s'installent. Yvan qui est à l'œuvre, hein? C'est le fun de voir ça, dans un tout autre contexte que celui du club immobilier, mais ça reste à quelque part de la valeur qu'on ajoute qui n'est pas monétaire, qui sont des valeurs humaines projetées par le club. Donc, on les salue, on les remercie d'être là, de prendre de leur temps, complètement bénévole. Et l'argent qui a été ramassé, près de 30 000 sert exclusivement au projet là-bas. Donc, chaque personne défrayait eux-mêmes leur transport et tous les frais associés là, finalement à ce voyage humanitaire-là. Donc, très belle cause, on les félicite. Et de notre côté, bien, la vie continue au Québec. On vous présente notre invité, qui est une personne qui dédie sa carrière à établir le juste prix des immeubles dans notre marché, selon les secteurs, parce que c'est pas vrai que quelqu'un nous dit combien tu paierais ça, un 6 logements. Évidemment, ça varie énormément d'un secteur à l'autre et ce midi, on va en savoir un peu plus avec M. Julien Gauthier de la firme Caprea. Julien, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, vous autres? Yes, ça va bien, ça va bien. Donc, bien heureux de t'avoir avec nous. Un domaine parfois nébuleux de la part des investisseurs. Sur quelle base qu'on évalue un immeuble? Qu'est-ce qu'ils regardent? Comment ça se passe? Donc, ça va être intéressant de t'avoir avec nous ce midi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci de me recevoir. Super. Et avant de commencer avec vos questions, donc toutes questions reliées à l'évaluation agréée sont les bienvenues. Entre autres, on sait qu'il y a 3 méthodes pour évaluer un immeuble. Quelles sont-elles? Puis est-ce qu'il y en a une qui a plus de poids que les autres? Vous refaites une cuisine neuve dans un 8 logements. Est-ce que ça va jouer sur mon évaluation ou encore faut-il que ce soit directement relié au loyer qui va augmenter selon ma cuisine neuve? Donc, on va éclaircir ça. Good. Est-ce qu'on est prêt pour démarrer ça? Jean-Philippe. Oui, absolument, absolument. Ben, est-ce que tu voulais y aller avec la question de base? En fait, qu'est-ce que consiste un rapport d'évaluation? Juste pour donner un peu le topo, on va regarder le marché aussi, on va poser des questions. Évidemment, les évaluateurs agréés sont très à jour sur le marché, mais si on commence à la base, un rapport d'évaluation agréé sert à quoi? C'est quoi les techniques qui servent à évaluer un bâtiment? Julien, en passant, Julien qui est mon évaluateur agréé de choix. Je ne sais pas combien d'immeubles on a fait ensemble. Je ne les compte plus, mais quelques-uns. Ça fait qu'on a fait souvent affaire ensemble. Fait que je voulais te lancer la balle. Julien, à quoi ça sert un rapport d'évaluation agréé? Ben, en fait, un rapport d'évaluation, bon, il y a différentes fonctions à la base. Si on regarde plus dans un point de vue d'un investisseur immobilier, c'est principalement un outil qui sert, à l'investisseur de bien analyser ses immeubles, ses projets d'acquisition, d'optimisation, de rénovation. Puis, c'est un document essentiel aussi pour les demandes de financement, que ce soit lors d'un achat pour financement de l'acquisition ou pour tout projet d'aller chercher du financement, refinancement,
prêt de construction, tout ce qui est relié à du prêt hypothécaire. Rapport d'évaluation, c'est un des documents qui est primordial à avoir. Puis, c'est ce qu'on fait au quotidien, évidemment. Puis, le processus d'évaluation, bon, pour le bénéfice de l'audience ici, ceux qui sont moins habitués, c'est un processus qui est somme toute relativement simple dans une certaine mesure. Ça implique toujours une visite de l'immeuble. Faut comprendre que les évaluateurs, on n'est pas des inspecteurs en bâtiment. C'est deux choses distinctes, que des fois, on peut être confondu un l'autre, mais bon, notre travail n'est pas du tout la même fonction. Nous, la visite qu'on effectue lors d'une évaluation, c'est différents buts à la visite. Principalement, c'est de bien cerner le secteur dans lequel on est, bien comprendre où l'immeuble se situe. C'est un facteur important pour dériver une valeur, savoir son environnement et tout ça. Puis évidemment, par la suite, on fait une visite relativement complète de l'immeuble pour bien cerner sa condition, la typologie des logements, un peu voir les pour et les contre du bien qu'on évalue. Puis, une fois qu'on a tout ça, on a besoin de la documentation nécessaire, les revenus, dépenses, tout ce qui est pertinent à l'immeuble. Puis, à ce moment-là, on est prêt à produire notre rapport d'évaluation qui consiste, là, on va peut-être pas s'attarder sur tous les types de rapports, mais sommairement, les rapports d'évaluation consistent à bien identifier l'environnement dans lequel l'immeuble se trouve, son secteur, encore là, les pour et les contre, bien décrire l'immeuble, bien comprendre comment l'immeuble est composé, ainsi de suite. Puis après ça, on tombe vraiment dans le vif du sujet, si on peut dire, les méthodes d'évaluation. Principalement, chaque rapport d'évaluation, à part certains cas spécifiques, on a 3 méthodes d'évaluation qu'on utilise, la méthode du coût, méthode du revenu, puis la méthode des comparables, de comparaison, vraiment selon les comparables vendus du marché. Méthode du coût, je pense qu'on n'en discutera pas trop aujourd'hui, c'est un petit peu moins pertinent. Je pense que méthode du revenu, la valeur économique, puis la méthode de comparaison, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels les prêteurs, les investisseurs, nous comme évaluateurs aussi, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment l'analyse des revenus et des dépenses des immeubles, si on parle vraiment du créneau d'immeubles à logement. L'analyse des revenus dépenses, puis l'analyse des comparables, aussi aller chercher les données économiques, puis comparables des immeubles avoisinants qu'on analyse, ainsi de suite. Super intéressant. Je vais renchérir. Jean-Pierre, je te voyais prendre des notes. J'avais des notes aussi, au fur et à mesure que Julien, tu parlais, j'avais des choses à renchérir. Jean-Pierre? C'est sûr que pour un investisseur, sa bâtisse vaut toujours des fortunes. Est-ce que vous vous faites challenger? Je sais que vous êtes très solide et très rigoureux dans vos analyses, mais est-ce que ça arrive de temps en temps que les investisseurs vous disent non, moi, ça vaut un 10% de plus facile, puis ou est-ce que là, vous devez, une fois de plus, appuyer tout ce que vous avez fait pour expliquer aux investisseurs ou, de façon générale, la moyenne là, des propriétaires immobiliers comprennent là, votre travail? Je dirais la majorité des dossiers, on se fait challenger, surtout dans des cadres de financement. Bon, évidemment, quand on est mandaté, c'est dans un but généralement d'aller chercher du financement, d'aller récupérer une équité qui s'est créée sur l'immeuble ou que les investisseurs et propriétaires espèrent avoir créé. Donc, évidemment, sont toujours enclins à essayer de nous montrer ou nous vendre le plus beau de leur produit, évidemment. Mais dans tous les cas, évidemment, comme évaluateur, on est régi par un ordre professionnel, on a des règles à respecter, on a un cadre, des normes de pratique à respecter, ainsi de suite. Donc, on est toujours ouvert à la discussion. Puis il faut comprendre aussi une évaluation, une appréciation d'un bien immobilier, c'est pas une science exacte. On est formé, on a des normes de pratique, on a un cadre dans lequel on travaille. Puis à partir de là, c'est à l'évaluateur de se faire une tête, de bien cerner le marché, de bien analyser l'ensemble des données du secteur, des données de l'immeuble pour identifier la valeur la plus probable de ce bien immobilier-là. Puis c'est sûr, évidemment, comme Jean-Pierre, tu disais,
un propriétaire d'un immeuble donné est toujours enclin à penser que son immeuble est le plus beau du secteur ou quoi que ce soit, mais c'est à nous encore là de bien comprendre son produit puis essayer de bien identifier l'ensemble des paramètres pour essayer de travailler en collaboration avec le client ou avec le prêteur, quoi que ce soit, pour effectivement arriver à la valeur la plus juste, la plus optimale possible pour le projet spécifique. Super. En passant, je sais qu'on a eu la discussion en coulisses. S'il y a des plus gros propriétaires parmi vous, là, on parlait de financement, j'ai eu la réponse. À partir de 25 logements et plus, la SCHL n'exige plus de rapport d'évaluation agréé. Fait que si jamais des plus gros propriétaires, je sais que la règle a changé. Là, la SCHL se déplaçait avant, se déplaçait plus. Même pendant la période du COVID, les évaluateurs agréés, hein, on visitait plus. Là, évidemment, c'est tout revenu à la normale dans tout ça. Ouais, ça, c'était une période un peu... une période un peu spéciale. Mettait les évaluateurs dans une situation peu confortable aussi. Exact. On rassure tout le monde. C'est revenu à la base. Généralement, vous visitez au moins la moitié des logements, hein, Julien? C'est à peu près... c'est toujours du cas par cas où notre règle de base, du moins à l'interne dans notre entreprise, c'est qu'on demande toujours de visiter la moitié des logements. Dépendamment du type d'immeuble, ainsi de suite, ça peut varier en plus ou moins, là, mais on a vraiment l'idée, c'est d'avoir vraiment un bon échantillon de l'ensemble de la propriété. C'est sûr, si on a un immeuble, exemple, de 100 logements, c'est tous des 4,5 qui sont toutes fin pratique identique et tout ça. Bon, à un moment donné, ça. Mais c'est vraiment pouvoir encore là, à l'évaluateur, l'idée, c'est toujours d'être capable de se former une opinion juste et impartiale un peu, puis bien cerner le bien qu'on évalue. Julien, on avait déjà eu des challenges là-dessus. J'en faisais partie des clients qui challengent des fois, dans les clients fatigants. Mais les amortissements, parce que là, à l'époque, on avait des situations où est-ce qu'on avait des amortissements de 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'était pas tellement un problème au niveau de l'évaluation agréée. Là, maintenant, arrive la PHLEC où est-ce qu'on a des amortissements jusqu'à 50 ans. Et là, on voit sur le rapport d'évaluation agréée, vie utile du agréé, oui, pas agréé, mais agréé. On voit ça, excusez le lapsus. Puis, on voit en fait une vie utile de 25 ans, 30 ans sur le bâtiment. Là, je sais qu'il y avait eu des discussions initiales avec ça. Comment qu'on règle ce problème-là? Parce qu'on sait très bien, en fait, que le bâtiment va être encore là dans 50 ans. Exact. Exact. Donc, c'était quoi les solutions face à ça? Ça a été une situation aussi qui nous est arrivée un peu par surprise aussi comme évaluateur, une fois que le fameux programme APH Select est sorti. Nous, c'est sûr qu'on travaille avec des barèmes de coûts, des barèmes standardisés un peu au niveau de la construction, puis au niveau des années de vie utile des bâtiments, et ainsi de suite. Encore là, l'idée, c'est toujours de bien comprendre ce qu'on évalue, de bien cerner le bien immobilier. Au niveau de la vie utile, Jean-Philippe, tu faisais référence à la vie utile. Là, ça, c'est plus, peut-être pour les gens qui nous écoutent encore là, c'est plus relié à c'est quoi notre estimation? Pendant combien de temps on estime que l'immeuble peut générer les revenus anticipés de manière adéquate selon un entretien adéquat au fil du temps. Puis bon, l'évaluateur, c'est une des informations qui est indiquée dans un rapport d'évaluation. On indique pendant combien de temps on estime que le bien immobilier va demeurer un actif solide et viable, grosso modo. Historiquement, on était toujours un petit peu plus conservateur que moins dans cette donnée-là. Puis là, bon, avec le programme APH Select, les amortissements, les plus longs amortissements offerts, puis tout ça, bon, on s'est fait challenger beaucoup pour pouvoir venir mettre la plus longue vie utile possible dans nos rapports, parce qu'évidemment, si une demande de prêt est faite pour un amortissement sur 50 ans, puis dans notre rapport d'évaluation, on marque que dans 40 ans, l'immeuble, il est s'auto-détruit. Ben, ouais, c'est pas tout à fait ce que ça veut dire, mais qu'on estime, on garantit pas que l'immeuble, après, exemple, 40 ans, va pouvoir, générer les revenus espérés ou continuer d'être opéré comme ce l'est aujourd'hui. Bien, évidemment, le prêteur va dire, on vous prête pas pour une aussi longue période. Donc, c'est sûr qu'il faut que le rapport d'évaluation puis la longueur d'amortissement coïncident ensemble. Okay. Donc,
comme évaluateur, on en a pris conscience. On a réajusté nos barèmes respectifs, puis on essaie toujours d'analyser encore là qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne fait pas de sens, basé selon nos barèmes, puis selon qu'est-ce que le marché dicte aussi en même temps à ce niveau-là pour essayer, bien évidemment. Puis, un élément important aussi, c'est de savoir quel est l'objectif. C'est une des premières questions, en fait, comme évaluateur, quand il y a une demande d'évaluation. Quel est l'objectif de l'évaluation? À quoi sert l'évaluation? C'est quoi le besoin? Est-ce que c'est pour une séparation en partner? Est-ce que c'est pour une demande de financement? Avec qui vous allez vous faire financer? C'est quoi le contexte? Ainsi de suite. Donc, ça, c'est toutes des pistes de solutions. Ben, pas des pistes de solutions, mais des pistes de réflexion à avoir au préalable ou une discussion à avoir quand vous mandatez un évaluateur ou discutez du mandat initial avec l'évaluateur pour que, justement, l'évaluateur comprenne l'objectif de la démarche puis que vous travaillez tous dans. Exact. Jean-Pierre, je te laisse la parole. Je vais juste rajouter un point sur quand est-ce que c'est utile aussi d'avoir un rapport d'évaluation agréé. Ça m'est arrivé d'en commander, en fait, puis de ne l'envoyer à personne. C'est-à-dire que on était dans un processus où est-ce qu'on recherchait un partenaire. Là, je le dis à chaque fois, partenaire financier, faites attention, AMF, consultez un avocat. Je pense que je l'ai dit 25 fois dans les lives. Mais on cherchait un partenaire, mais ça vient démontrer aussi le sérieux de l'acquisition. Ça vient montrer, regarde, voici qu'est-ce qu'on a, voici une valeur projetée, parce qu'on peut vous utiliser en valeur projetée aussi. On ne l'a pas noté, mais on peut utiliser, par exemple, de dire, on rénove telle unité, quelle est la valeur projetée basée sur le coût des rénovations suivantes. Ça fonctionne également super bien avec la clause multiprojet de Desjardins. Exactement avec le rapport, je vois Jean-Pierre qui faisait oui, avec les rapports agréés projetés des financements bridge aussi. Un petit peu plus gros là, avec les financières ontariennes où est-ce qu'on a des valeurs projetées, ça fonctionne bien aussi. Fait que, juste de dire que c'est un outil aussi qui peut être personnel dans tout ça ou via un bridge, mais ça aide à avoir une valeur actuelle puis une valeur projetée dans tout ça. Fait que voilà, je voulais rajouter. C'est ça, ben, je suis d'accord avec toi. Puis tu parlais que bon, c'est pas requis, c'est pas un document requis niveau SCHL pour du 25 unités et plus, c'est vrai. Par contre, bon, évidemment, c'est un document très solide pour venir appuyer une demande de financement ou pour, justement, s'il y a d'autres partenaires financiers, des prêteurs privés dans l'équation, quoi que ce soit, bien là, c'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'un petit peu de chair sur l'os là, pour venir bien comprendre le projet, puis ainsi de suite. Donc, effectivement, ça a été même une conversion. J'ai fait une conversion commerciale industrielle ou commerciale à résidentielle, pardon. Là, il y a l'autocotisation qui rentre en ligne de compte. Fait qu'il y a vraiment plusieurs scénarios. Là, c'est des côtés fiscaux qu'on avait besoin d'un évaluateur agréé. Fait que définitivement, un bon évaluateur dans votre équipe de rêve, les investisseurs immobiliers. Je voulais juste rajouter là-dessus. Jean-Pierre, j'ai assez parlé, je m'emballe. C'est très intéressant. Je veux saluer les boys, c'est parfait. Peut-être juste pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout au Québec, Julien, nous dire que Caprea dessert l'ensemble de la province avec différentes zones, différents évaluateurs agréés dans votre équipe? Effectivement, là, nous, on a la chance d'avoir une équipe assez élargie. Bon, on a des équipes principales dans les deux régions métropolitaines principales, Montréal et Québec. Donc, Montréal, la grande région métropolitaine, Québec aussi. Par contre, on a la chance d'avoir des petites équipes qui desservent le secteur de Drummondville, Victoriaville. On a quelqu'un de notre équipe dans le coin de Val-d'Or, Rouyn-Noranda. On a même quelqu'un aux îles de la Madeleine. On a quelqu'un vraiment ici plus vers la région de Québec qui couvre une grosse partie de l'est de la province. Donc, oui, on est effectivement capable d'agir un peu partout. Puis, c'est quelque chose qui est important aussi de comprendre. Je pense que c'est souvent les gens y associent un évaluateur à un secteur spécifique, mais c'est pas nécessairement le cas comme notre travail et d'analyser, faire une micro-étude de marché d'un bien immobilier à une date donnée, donc que ce soit n'importe où, grosso modo, le processus de travail demeure le même. C'est pas plus facile pour un évaluateur qui habite à Laval d'évaluer un immeuble à Laval que d'en évaluer un à Mont-Tremblant. C'est exactement le même travail. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important de comprendre. Très bon point, super. Puis Jean-Philippe, tu as dû remarquer la même question que moi de Raphaël, la midi 24. Exact. Je la mettais pas à l'écran, elle est un peu longue, là. Je ne sais pas si tu la voyais, Julien, ou on te la résume, en fait, c'est que... Non, je ne vois pas les commentaires.
Ouais, bon, ben, je vais te la résumer, c'est pas grave. 5 logements et moins, est-ce qu'on y va plus avec les comparables? Et 5 logements et plus, on va plus y aller avec la technique du revenu. Est-ce que c'est relativement balancé? Quelle technique a le plus de poids en fonction de l'actif? En fait, ce qu'il faut différencier à la base, c'est que l'évaluateur agréé n'est pas le prêteur. C'est deux choses différentes. Souvent, on est confus entre c'est nous qui décidons combien le prêteur va vous prêter. Ce n'est pas le cas. Nous, notre mandat, la réponse qu'on doit répondre, c'est combien vaut le bien immobilier qu'on évalue. À partir de là, le prêteur en fait bien ce qu'il veut, grosso modo. Règle générale, quand on tombe dans du 5 unités et plus, je ne veux pas généraliser là, que c'est une règle coulée dans le béton, là, mais normalement, la valeur économique ou du moins la valeur du rapport d'évaluation de la méthode du revenu va devenir la valeur la plus pertinente du point de vue du prêteur. Pas nécessairement du point de vue de l'investisseur ou quoi que ce soit. C'est vraiment basé, c'est la valeur la plus pertinente sur laquelle le prêteur va baser son prêt. 5 unités et moins, on est plus dans un marché d'offres et de demandes, si on peut dire, que c'est un peu, si on regarde comme de la maison, des duplex, des triplex, ces choses-là. Donc, c'est vraiment plus la méthode de comparaison qui va primer sur la décision d'un prêteur ou sur laquelle baser son calcul ou peu importe. Nous, comme évaluateurs, par contre, la méthode qui est toujours la plus pertinente ou la plus solide dans notre analyse, dans un contexte de répondre à la question combien vaut le bien immobilier en question, c'est la méthode de comparaison dans la mesure où on est dans un marché où il y a des comparables, où il y a des marchés, qu'il y a des transactions. Il n'y a rien de plus solide pour venir estimer une valeur que d'utiliser des transactions récentes, de biens immobiliers récents qui se sont vendus dans un marché, dans un contexte normal. C'est le meilleur indicateur de où le marché se situe. Donc, c'est pour ça, comme nous comme évaluateurs, la majorité de nos conclusions sur un rapport d'évaluation, elles n'ont pas basé sur la valeur économique, mais bien sur la méthode de comparaison. Nous, comme évaluateurs, on vient dire, selon cette méthode-là, c'est la valeur la plus probable de l'immeuble. Mais il y a une nuance à faire entre la valeur la plus probable de l'immeuble, qu'est-ce que cet immeuble-là vaut sur le marché versus qu'est-ce qu'elle vaut économiquement. Quand on parle vraiment de valeur économique en fonction des vraiment plus d'un calcul financier comme tel, outre que les comparables. Mais ce qui est drôle, c'est que tout est un peu relié. Si on y va dans le multilogement, dans le 6 logements et plus, les comparables sont basés sur un cap rate qui est une méthode de revenu qui est ramenée en comparable. On s'entend que... Exact, mais c'est ça. Les critères bon, les ratios de rendement ou peu importe qu'on applique dans notre méthode du revenu sont principalement basés sur où le marché se situe, sur les données du marché. Donc, effectivement, les deux, une méthode ne va pas vraiment sans l'autre. Donc, c'est ça. OK, c'est bon. Jean-Pierre? D'ailleurs, dans vos rapports, on voit toujours des transactions similaires ou équivalentes, là, soit des 6 ou des 12 derniers mois. Et bon, la question de John Bambou à midi 23, est-ce que les taux d'intérêt au moment de l'évaluation ont une incidence sur le rapport? Vous venez d'en parler, mais je présume que dans une année changeante comme 2023, est-ce que si on remonte à 12 mois dans les transactions, on parle de la même chose? Est-ce que ça peut jouer un peu ou là, ben, ça sera le prêteur qui va carrément déterminer évidemment sa valeur économique selon le taux d'intérêt? Mais est-ce que de votre côté, ça peut jouer? Au niveau des comparables, pas vraiment comme tel, comme on lit. La méthode de comparaison, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient grosso modo, excusez-moi, on vient, on fouille le marché, si on peut dire, pour identifier les meilleurs comparables vendus. Il faut bien comprendre qu'on travaille avec des transactions réalisées, puis analysables aussi. C'est beau avoir un immeuble avec un prix de vente, mais si on n'a aucune donnée à analyser, c'est difficile d'utiliser cette vente-là comme comparable. Donc, on se base sur ce qui a été fait dernièrement ou récemment, ou le plus récemment possible, grosso modo. Donc, ça nous donne une idée de l'historique du marché des derniers mois, de la dernière année, peu importe. Au niveau de la méthode du revenu, ben, on essaie d'appliquer les critères de financement les plus
standard qu'on trouve dans le marché. On fait, si on peut dire, on utilise une généralité globale du marché dans notre méthode du revenu pour venir standardiser notre calcul pour dériver la valeur économique. Parce que, bon, ça a été un peu comme Jean-Philippe il parlait tantôt de la vie utile des bâtiments. Ça a été des questionnements aussi beaucoup dans peut-être le dernier 2 ans. Là, ça s'est stabilisé quand même dernièrement. Là, mais bon, il y a eu beaucoup de volatilité. Ça montait, ça descendait. C'est un prêt conventionnel, un prêt CHL, amortissement, blablabla. Ça devenait un petit peu chaotique, là, les questions qu'on avait de tout bord, tout côté. Est-ce qu'on peut faire une évaluation avec tel amortissement, tel taux d'intérêt? Si je fais ça, ça devient que c'est plein de scénarios qui sortent un peu du cadre de l'évaluateur, de venir dire c'est quoi la valeur la plus probable dans un contexte standard. Mais c'est ça. Donc, pour répondre à la question de Jean-Pierre, on essaie de se tenir le plus à jour possible dans les critères sur lesquels on vient mettre nos barèmes de base, que ce soit pour notre sujet ou pour notre analyse des comparables. Là. Mais bon, c'est sûr qu'il y a de la volatilité. C'est difficile d'être 100% point près à tous les rapports, on s'entend. Je pense qu'au final, Julien, là, il y a du gros bon sens. Là. Les taux d'intérêt, ils ont monté de 4% pendant l'année. Le comparable en janvier est peut-être pas... Exact. Mais là, c'est exactement. Mais là, c'est un peu l'expérience d'évaluateur, puis bon, l'appréciation du marché, puis qu'est-ce qu'on en fait. C'est correct d'avoir des données, mais après ça, c'est la job de l'évaluateur de les évaluer ou de les normaliser ou les ramener à une date donnée ou expliquer pourquoi l'immeuble voisin s'est vendu en janvier 2022 à 3,2 de TGA, puis là, un an et demi plus tard, le même immeuble se vend à 4,8 de TGA. Tu sais, on peut se faire challenger par des clients. Ben non, l'immeuble vient de se vendre à 3,2 de TGA il y a 1 an, mais bon, on était dans un contexte complètement différent sur une relativement courte période de temps. Donc, il faut que ça soit démontré. Ça, c'est des éléments qu'on explique ou qu'on vient normaliser dans notre rapport d'évaluation. Puis c'est des discussions là, qu'on peut avoir avec notre client ou bon, quand on parlait au début de se faire challenger sur différentes choses, ben, ça peut en faire partie. Super. JP, une autre question du public. On voit que les gens se sont déjà aînés, là. Ça arrive toujours. Ça part. Plusieurs minutes de discussion. Je voulais renchérir aussi sur le gros bon sens. Un plex face à un parc vaut plus cher que dans une rue. Évidemment. Un plex qui a un défaut comme une infiltration d'eau, il vaut moins cher. Évidemment, tout est calculé, mais je vais y aller d'un commentaire d'investisseurs plus que d'évaluateurs agréés là-dessus. Il n'y a pas de mauvais immeubles, il n'y a que des mauvais prix. Okay? Donc, s'il y a un défaut, il y a un problème, il coûte combien à régler? Je pense aux contaminations, je pense aux dégâts d'eau. On a visité dernièrement à Longueuil un 16 logements pendant les coups de vent durant l'été. Les toits ont arraché, l'eau a coulé là-dedans. C'est sûr qu'il ne vaut pas la même chose qu'un 16 logements pas endommagé. Mais ça coûte combien régler ce problème-là? Fait qu'en tant qu'investisseur, vous êtes un solutionneur de problèmes. Donc, c'est quoi le problème avec ce bâtiment-là? Solutionnez-le, allez chercher une valeur projetée avec l'aide de Julien, dire ce logement-là, qu'il y a de l'eau partout, je le rénove. Il y avait des questions de dire, comment les rénovations, comment on fait pour les estimer. Mais en fait, les conversations avec Julien que je vais mettre du plancher de vinyle, je vais rénover mes armoires. Voici des photos de ce que je veux faire. Voici des photos des appartements que j'ai déjà rénovés tels quels. Puis on va aller chercher cette valeur estimée-là basée sur la location. Je pense que vous utilisez Ziplex aussi pour des estimés de location. Fait que vous utilisez nos amis de chez Ziplex. Puis il va arriver avec une valeur projetée, évidemment, conditionnelle à ce que les rénovations soient exécutées comme ça. Et là, ça vous permet, par exemple, d'aller chercher peut-être un prêteur privé ou un prêteur bridge ou une clause multiprojet avec des jardins. Fait que je voulais juste rapper ça, parce que ça rappait comme 3-4 questions ensemble, là. Basé là-dessus. Fait que le système GBS, comme j'aime dire dans les cours, le système du gros bon sens, là-dedans. Exact. Puis si je peux renchérir un peu là-dessus. On en a discuté un petit peu juste avant avec Jean-Pierre. Je pense que c'est important de comprendre que là, un 16 logements donnés, qui sont un à côté de l'autre, qu'ils génèrent techniquement, ils ont les mêmes baux, il y a la même structure de revenus-dépenses. Si justement, l'évaluateur visite l'immeuble ou dans un contexte, les 2 immeubles sont visités puis on fait l'analyse un l'autre, même si on a le même revenu net techniquement à la fin de notre calcul,
Si un immeuble possède des défauts que l'autre possède pas, ben c'est pas vrai que les immeubles ont la même valeur. Tu sais, c'est un peu c'est comme tu dis, c'est à l'évaluateur aussi d'utiliser dans une certaine mesure son gros bon sens ou de motiver pourquoi à revenu net égal, 2 immeubles voisins, il y en a un qui vaut plus que l'autre, ou pourquoi on conclut un à 4,5 de TGA, ou que l'autre à côté, il y a les mêmes structures de revenus dépenses, mais elle va être conclue à 4,8, 4,9, 5 de TGA, ben, ça peut être basé sur différents critères. Un est en face d'un parc, l'autre est adossé à une voie ferrée. Bon, il y a des défauts avec l'immeuble. Bon, c'est un peu, on revient aussi à quoi sert notre visite d'immeuble aussi. Super, merci. Le temps file, 12h38. Peut-être 2-3 petites questions en rafale. Je vois, entre autres, tu as peut-être vu les mêmes choses que moi, Jean-Philippe. Danny Desrochers à 12h32. Valeur d'un terrain en fonction de la superficie ou du nombre de logements et du nombre d'étages combinés aux revenus projetés. Absolument. On est là-dedans présentement. Moi et un partenaire, puis c'est carrément ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le terrain? Quel est le zonage? Combien d'étages? C'est quoi les types de logements? Combien d'1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5? Les revenus projetés. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire, Julien, par rapport à ça. Oui, ben, le terrain, c'est toujours du cas par cas. C'est un créneau assez délicat, puis c'est une expertise qui est assez complexe quand même, l'analyse de terrain. Souvent, les gens ne le réalisent pas. Là, mais ça semble toujours peut-être la portion facile d'un rapport d'évaluation des rapports terrain, mais c'est en fait des rapports assez complexes. Puis souvent, les investisseurs, les promoteurs, ou peu importe, nous, on parle souvent d'un prix par porte. Mettons, dans ce coin-là, ça vaut 30 000 la porte ou quoi que ce soit. Peut-être si on ramène tout sur une même base, peut-être qu'on peut faire cette analyse-là, mais c'est jamais le cas. Il n'y a jamais deux terrains qui sont exactement pareils. Quel est le zonage? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est correct, tu peux faire 30 portes sur ton terrain, mais quel genre de porte? Est-ce que c'est des grands 5,5 de 1400 pieds carrés? Est-ce que c'est des petits lofts? Est-ce que c'est une maison de chambre de 30 chambres que tu peux faire? Tu sais, il y a plein de contextes, il y a plein de variantes qui font en sorte que venir dire qu'un terrain vaut X la porte, c'est pas, comme nous, comme évaluateurs, c'est pas une donnée qui nous intéresse beaucoup. À la fin de notre analyse, on peut le ramener à un prix par porte sur un projet X, mais d'emblée, le donner sur un prix par porte, il y a trop de facteurs, il y a trop de variantes qui font en sorte que c'est pas une donnée fiable et qui est solide là, pour faire l'analyse. Absolument. Très, très bon point. On entend ça. Moi, j'achète un terrain, 25 000, 30 000 la porte. Mais encore une fois, ça revient à combien vaut un 4,5, dans quel secteur, quel sera le type de construction, bois, briques, béton, c'est quoi les commodités, ce qui sera fourni comme inclusion, gym, piscine, terrasse, stationnement intérieur, dis-je. Donc, il y a beaucoup de variantes, effectivement. Ça incite nos auditeurs de ce midi à traiter avec des professionnels là, plutôt que des fois d'y aller sur des estimés. Consulter, vous êtes en démarche d'acquisition d'un terrain, ben écoutez, je suis convaincu qu'un coup de fil à des professionnels comme Caprea va vous éclairer drôlement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain-là et combien que ça vaut? Tout à fait. On a vraiment une équipe, nous, à l'interne. Comme je disais, c'est un créneau qui est assez spécifique et qui demande beaucoup d'analyse, puis d'études, puis souvent un peu des casse-têtes, mais qui font vraiment juste ça, de l'étude, de l'analyse de terrain, de l'évaluation de terrain, sans penser aux projets qui vont dessus vraiment qu'est-ce que peut valoir d'un terrain, puis un terrain développé versus pas développé, ainsi de suite. Jean-Pierre, je veux juste garder du temps. C'était mon timekeeper, Jean-Pierre, là, mais j'aimerais ça, Julien, juste comme l'évaluation du marché. Je sais qu'il y a beaucoup des transactions, sans évidemment nommer des acheteurs ou des régions, quoi que ce soit trop précises. Là. Mais Julien, des transactions avec des taux de cap, c'est quoi les différents secteurs, comment ça se comporte versus l'année passée. J'aimerais vraiment t'entendre. Je ne sais pas, Jean-Pierre, on a-tu le temps? On va terminer avec ça, on va conclure avec ça, tout à fait. C'est une bonne question. Ouais. Difficile d'y aller secteur par secteur, honnêtement, mais bon, ce qu'on remarque là, quand même, depuis, il y a eu l'effervescence du marché qu'on a connu là, après COVID que tout le monde connaît.
depuis printemps 2022, on a eu un arrêt assez brusque, là, si on peut dire, de l'effervescence comme telle du marché dans pas mal tous les créneaux, là, je dirais, que ce soit créneaux commerciaux, là, on laisse de côté peut-être tout ce qui est maison, ces choses-là, mais tout ce qui est multilogement, commercial, industriel. Bon, ça l'a assez drastiquement arrêté avec la montée des taux d'intérêt, puis bon, l'incertitude économique et tout ça. Par contre, ce qu'on remarque là, depuis quelques mois, là, je pense qu'il y a quand même il y a une bonne vigueur dans le marché malgré tout. Bon, il y a évidemment, pour ce qui est du multilogement, l'APH Select, ça l'a un peu sauvé le marché multilogement. Puis bon, ça a quand même été une bonne nouvelle aussi pour nous comme évaluateurs. On ne va pas se le cacher. Mais c'est ça. Donc, depuis quelques mois, je pense qu'on voit une bonne stabilité. Puis, c'est rendu un marché un peu plus facile à lire globalement. Les transactions sont plus homogènes. Il n'y a pas de... Ou en tout cas, peu encore là de surenchères. Les transactions sont faites de manière plus standard, mieux étudiée. C'est moins un peu fait à la folie des prix qu'on ne comprend pas, des investisseurs qui achètent les yeux fermés. Donc, je pense, on en a discuté avec Jean-Philippe. Là, on parlait dans la région de Montréal, pour des assez gros immeubles, on voit des TGA souvent moyens, en plus ou en moins, mais on tourne autour de 4,5. Avec quand même une belle stabilité. Là, nous voit souvent nos comparables, on a quand même un bon échantillon de transactions là, qui font du sens, qui sont assez homogènes. Bon, encore différents. Les gens sont encore prêts à payer des primes ou payer des prix assez importants pour des bons secteurs, des immeubles qui ont du bon potentiel. Ça, on voit encore que il y a quand même beaucoup encore de demandes pour ce type de produit-là, des investisseurs solides. Et il y a quand même une prime de secteur, si on peut dire, mais il y a un gros upside à pouvoir acquérir ce type d'immeuble-là. Donc, ça, il y a encore beaucoup de demandes pour ça. Mais sinon, dans le créneau relativement optimisé ou bien opéré ou quoi que ce soit, on voit que ce soit à Montréal, un peu partout dans la région, là, je pense que c'est région Québec aussi, là, les transactions qu'on voit sont assez stables. Des TGA un petit peu plus haut que la région de Montréal, évidemment, mais des immeubles solides, on est à 4,5 à 5 de TGA, mettons ce qu'on voit grosso modo. Sinon, le marché de Trois-Rivières qui est cassé, du moins ce qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'effervescence, ou encore qui augmente énormément, qui est un marché assez lent ou qui a été stable depuis pendant de nombreuses années, mais depuis 1, 2, 3 ans, là, on voit beaucoup de joueurs de Montréal ou de la région de Québec ou d'ailleurs qui ont vraiment commencé à s'incruster dans ce marché-là, je pense qu'il y a un bon potentiel aussi. Là, donc, excellent. Ben, merci. Toujours super intéressant d'entendre des experts dans leur domaine nous éclairer en tant qu'investisseurs immobiliers. Écoutez, j'aimerais remercier Mehdi qui est à la réalisation en studio, qui nous permet de bien paraître et de bien sonner et d'être bien coordonné. Il fait un travail extraordinaire. Ariane aussi, qui est à la coordination marketing, donc des gens qui nous aident beaucoup. Et encore une fois, on salue Lise et Yvan et les autres membres du club qui sont au Pérou présentement en mission humanitaire. Toujours professionnel, on revient. Julien, j'aime beaucoup l'évaluation agréée. Ça a toujours été tout en respectant les règles, mais une bonne entente, une bonne discussion, un bon challenge. Fait que, ça a toujours été plaisant. Puis juste une petite note, on finissait toujours, on parlait de TGA et tout. Donc, taux global d'actualisation, là, si vous préférez, mais fonctionnant en multiplicateur de revenus net, c'est l'inverse. 4,5% de cap, on parlait de 22,2. Mais je voulais faire un petit bémol là-dessus que le 6 avril, c'est ce qu'on fait. On regarde tout ça, l'analyse d'une rentabilité complète d'un immeuble. On parle d'optimisation aussi, de valeur projetée, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les revenus et tout. Fait que le 6 avril, on va regarder ça. Mais voilà, toujours content de te parler, Julien. Puis super belle info aujourd'hui. Bon, excellent. Merci à vous de m'avoir reçu. J'espère que c'était pertinent. Puis
toujours disponible pour l'ensemble du club. Là. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On est disponible à vous assister dans vos projets. On est toujours collaboratifs. Super, merci. Comme ça, il y a de la place, on peut t'appeler. On est en transaction, en refinancement. La banque dit oui, go Caprea. On vous contacte et ça bouge. Exact. Bon, ben super. Un gros merci à vous deux. Puis, merci pour les bons commentaires. Toujours le fun de vous lire. Beaucoup de gens qu'on salue, là, comme je vous dis, qui côtoient, soit qui sont dans des coachings, qui sont venus avec nous lors des semaines des millionnaires, soit des partenaires corporatifs. Je vois Fanny, entre autres. Écoutez, il y en a plusieurs. Donc, merci encore une fois. C'est à toi, Jean-Pierre, la super animation. Tu remercies toujours tout le temps tout le monde. Tu sais, c'est toujours top qualité. C'est gentil. Merci. Vous m'inspirez, tout le monde. Écoutez, soyez avec nous. Un rendez-vous le 25 mars prochain, lundi prochain, lors du 161e épisode, avec nul autre que Ray Vincent, notre allumeur de conscience et notre éveilleur de potentiel. On l'aime beaucoup, d'amour et d'amitié, et il va être avec nous pour commencer la semaine en force, en prenant soin de notre esprit. Donc, au nom de toute l'équipe du club, merci encore une fois. Passez une bonne semaine, faites de bonnes transactions. Mon nom est Jean-Pierre Dussault. À très bientôt. Merci d'avoir pris le lunch avec nous. Au revoir.